Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de regarder Espace TV, la télé d'une autre planète. Et bienvenue dans votre émission Club de l'Actu. L'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. La pandémie au Covid-19 continue de décimer en Guinée et dans le monde. Tout est au point mort, surtout les activités économiques. Si tous les acteurs sont en souffre, il faut le dire, celui de la culture est aussi qui souffre le plus avec beaucoup de mesures contraignantes. Depuis près de 2 ans en Guinée, plus de spectacles culturels. Les concerts sont annulés, les acteurs en souffrent. Désormais, formés en association, les opérateurs culturels veulent rompre avec le silence. Et pour en savoir sur l'état de leur vie et en cette période de Covid, que comptent-ils faire pour se faire entendre, pour amener les autorités à leur faire face? C'est sur cette question que nous allons nous pencher cet après-midi avec 2 invités, 2 opérateurs culturels. Il s'agit bien de Ahmed Keita, il est PDG de Tenkiso Record et directeur de Festar. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la FESEC. Bonsoir, monsieur Keita. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. L'autre invité, toujours opérateur culturel, Bilia Badjallo, je vais l'appeler ainsi ce soir. Bilia Badjallo, vous allez l'accepter? Impossible d'accepter ça. Ça vous voulez du bonheur. Je lui veux du bonheur, vraiment, mais il ne veut pas. Je rappelle que vous êtes des productions Kira et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la FESEC. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. L'autre sujet, on ne le dirait pas assez, de vives tensions cette semaine à Sigiri. Kankan et Kerouane en Haute-Guinée, morts des dégâts matériels, c'est ce qu'on peut retenir courant cette semaine qui s'achève. En cause l'interdiction des prières nocturnes et collectives des 10 dernières nuits du mois de Ramadan par le secrétariat général des affaires religieuses. Ces populations qui ont juré de ne pas se soumettre à cette décision ont fait le tour notamment de la ville de Kankan pour dénoncer cette décision, et ce qui a conduit d'ailleurs du côté de Kerouane à la mort d'un jeune, un élève de la 10e année par balle. Il aurait reçu une balle. Ali Jamal Bangoura ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il interdit également la célébration de la nuit du destin. Il invite tous les fidèles à la célébrer en intimité, c'est-à-dire à domicile. Comment les confrères analysent cette autre actualité et d'autres sujets viendront se greffer à ces 2 sujets. Il s'agit notamment l'annonce du président de la République, ou d'ailleurs ses instructions à amener le ministère de la fonction publique à faire valoir à la retraite ceux qui sont déjà à cette date, et les barrages clandestins qui fatiguent beaucoup les citoyens qui quittent Conakry pour l'intérieur du pays ou l'intérieur du pays pour Conakry. Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site Guinée 114. Bonsoir et merci d'être venu. Merci, bonsoir Barda, bonsoir aux téléspectateurs. Alpha Cabinet Sidime, il est administrateur général du site actuguinée.org. Monsieur Sidime, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices de la grande télévision Espace. Ça nous fait toujours grand plaisir quand on dit qu'on est la grande télévision. Alors, avant d'aller avec tous ces sujets, on va prêter nos oreilles à Djibril Ba qui nous a proposé cette revue de la presse. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette revue de presse. À la une des médias, les manifs à Sigiri contre l'interdiction des prières nocturnes. Ali Jamal dit qu'il n'est pas informé. Titre Mosaïque. Interdiction des prières nocturnes. L'amertume du FNDC barre à sa une. Le Lynx.net. Les citoyens comprennent par cette énième interdiction incohérente la poursuite de l'utilisation de la Covid-19 par Alpha Condé et son gouvernement pour satisfaire leur calendrier politique marqué par le maintien de l'état d'urgence sanitaire ainsi que la restriction de l'espace civique et des libertés publiques. Avant, on avait 1 à 2 morts par mois. Maintenant, on a 5 à 10 morts par semaine. Écrit Conakry Live.info. Je suis devant vos micros, les larmes aux yeux. Nous venons de perdre dans une communauté religieuse le grand prêtre de Kankan. Le grand prêtre de Kankan est décédé suite à cette pandémie. On a des imams qui sont décédés suite à cette pandémie, a dit Sakoba Keita, cité par notre confrère. Dr Sakoba tente de calmer les esprits. Que les Guinéens sachent que l'Agence nationale de sécurité sanitaire a été créée pour aider au maintien de leur santé
et l'agence est constituée de musulmans et de chrétiens. On ne fera rien contre la religion musulmane, on ne fera rien contre la religion chrétienne. Lit-on ces propos entre les lignes du site d'information. En Haute-Guinée, la population est dans un état d'urgence humanitaire, titre Guinée Matin. Cette situation est la conséquence de la frustration de la population due à l'incapacité du gouvernement de résoudre les problèmes du pays. Aujourd'hui, tout peut arriver dans notre pays parce que les membres du gouvernement sont penchés dans leurs problèmes internes, leur guerre de clans et le pays est complètement paralysé. Aucun problème ne peut être résolu. À la une également des médias, Ousmane Gawal hospitalisé, l'inquiétude grandit, s'étonne le Lynx.net. Selon son avocat, les conditions de détention à la maison centrale sont difficiles. De nombreux détenus parmi les opposants ont développé des pathologies qui nécessitaient un traitement à l'étranger. Mais hélas, nous nous sommes battus, nous avons tout fait pour que Shérif Ba soit évacué. On n'a pas pu parce que les autorités n'ont pas accepté qu'il soit évacué. Mosaïque de rapporter que la présence d'Ousmane Gawal n'est nullement liée à son état de santé. Sékou Keïta, conseiller en communication du ministère de la Justice cité par notre confrère, balaye ainsi d'un revers de la main les informations faisant état des soins intensifs administrés au directeur de la communication du parti UFDG. Mosaïque encore d'écrire si ça ne tenait qu'à la volonté propre du président, il n'y aurait ni de Guinéens en exil ni en prison. À en croire le ministre d'État Tibou Camara, porte-parole du gouvernement, le président Alpha Condé se sent mal à l'aise chaque fois qu'un Guinéen s'exile ou séjourne en prison. Cette déclaration du ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME, vient égratigner des opposants, eux qui pensent qu'Alpha Condé fait tout son possible pour éteindre toute voix discordante. Détention d'opposants en Guinée, Bogola Haba appelle la CEDEAO à se réveiller, révèle Guinée Matin. Cela nous étonne parce que la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples. Mais comme vous l'avez constaté pendant la lutte de 2019-2020, l'organisation a été complaisante avec M. Alpha Condé. C'est ce qui a conduit à ces élections du 22 mars et c'est ce qui a fait qu'Alpha Condé a changé la constitution pour s'octroyer son troisième mandat, dénonce l'opposant sur la page du site d'information. C'est tout pour la revue de presse. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Voilà, merci donc à Djibril Ba de la rédaction de Espace TV pour cette revue. Avant de continuer avec les autres sujets, cet élément qui n'existe pas dans notre menu, Thierno Amadou Camara, c'est bien, il faut le dire, la détention prolongée pour certains illégale des acteurs politiques en prison. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, il ne badine pas sur les mots. Ce ne sont pas des détenus politiques. On a vu ce communiqué également hier du ministre porte-parole du gouvernement. On s'attendait plutôt à la sortie du procureur que de voir un porte-parole du gouvernement. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a vu le nouveau porte-parole du gouvernement, Tibou Camara, le vendredi nuit. Faire cette déclaration, ce communiqué du gouvernement sur le cas de ceux-là qu'il convient d'appeler des détenus politiques. Alors, c'est quoi? Parce que l'annonce qui a été faite, en tout cas la première qui a salué, c'est que ça laisse croire qu'après la grève en ce moment qui mine le secteur judiciaire, il pourrait y avoir des procès, chose que les avocats et les parents des personnes détenues ont demandé depuis très longtemps. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a les huissiers de justice qui sont en grève, il y a les avocats aussi qui sont en grève, il y a des négociations qui sont en cours. Donc, une fois que cela sera réglé et que les parties conviendront d'une charte ou alors d'un accord, et les procès vont reprendre, ça c'est une bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y aura des détenus qui vont être libérés, pour lesquels certainement il y aura un non-lieu. Et il faut ajouter à cela qu'avant même ce communiqué, il y a 2 ans, certains qui ont été jugés et libérés, qui sont tous des mineurs. D'autres ont été graciés, il faut le dire. Mais tout ça, je pense que tout ça répond à une logique qui est 2 ans là. On a toujours dit que, en réalité, il ne s'agit pas de personnes qui sont en prison parce qu'elles sont en conflit avec la loi, parce qu'elles sont coupables de tel ou de tel autre, mais c'est fondamentalement parce que ce sont des opposants. Alors, on a suivi le chef de l'État dans le GIA, dans le journal Jeune Afrique, qui a dit que des mineurs, des jeunes qui ont été instrumentalisés par ces politiques-là vont être libérés. Il le dit
à la place de la justice, et que ceux-là qui ont instrumentalisé ces jeunes-là vont être jugés parce qu'ils ont des preuves contre ces personnes-là. Bon, depuis là, 2 ans, on a raté le coche parce qu'il ne revenait pas au président de la République de se substituer au procureur ou vous surprend, du juge. Non, je vous dis, parce que vous êtes surpris de la déclaration de Tebou, je vous dis qu'elle répond à une logique 2 ans qui est établie, qu'on connaît 2 ans. Okay. Alors, après, les opposants ont dit non, mais écoutez, les avocats ont dit non, nous nous retirons de toute la procédure parce que nous savons qu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire, mais nous participons à une mascarade judiciaire. Et on sait que les charges qui sont retenues ont été dictées ailleurs, et on sait que après les verdicts seront dictés ailleurs. Donc aujourd'hui, que le gouvernement vienne se substituer au procureur de la République pour dire nous allons libérer tel, nous allons juger tel autre, je pense qu'en ce moment ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué, mais ce qu'il faut ajouter, oui, quand même, Daouda Mohamed Kamara, c'est que à un moment donné, je pense que il faut que l'on dise au gouvernement, on l'a déjà dit, il faut le redire, je pense que c'est l'occasion, parce qu'ils ont évoqué le sujet, ça ramène le sujet sur la place publique. Il faut dire que ce sont des gens qui ont été arrêtés, puis c'est des citoyens. Si on a 2 ans dit, parce que le président a dit qu'ils ont 2 ans de preuves contre eux, si vous accusez quelqu'un que vous avez des preuves contre l'intéressé, mais allez-y directement au procès, offrez-lui le droit. Non, vous ne l'offrez même pas, parce que c'est la Constitution qui reconnaissez-lui ce droit. Voilà, ce droit-là, d'avoir un procès équitable, au cours duquel procès il a le droit de se justifier s'il est coupable, qu'il soit sanctionné à la hauteur. D'accord, oui. Alpha Kabine Sidimé, cette question, de toute façon, ça, on a vu cet autre communiqué du FNDC qui est apparu, c'était bien ce matin, qui s'attaquait à cette façon de faire du gouvernement désormais. Ok, bon, je n'ai pas encore lu le communiqué du FNDC, mais la sortie du porte-parole, du nouveau porte-parole du gouvernement n'est que la suite logique du souhait qui a été émis par le président de la République lors du Conseil des ministres dernier. Parce que là, d'après ce compte rendu, c'est un chef d'État qui émet désormais le souhait à ce que ces détenus, que certains qualifient de détenus politiques, ou des opposants écrouillés, quel que soit le terme utilisé, mais il a quand même émis ce souhait. L'un dans l'autre cas, ce sont des politiciens qui sont en prison pour leur opinion. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Ce n'est pas au chef de l'État quand même d'émettre ce souhait. Parce que là, il donne à raison à ceux qui disent que c'est lui, le président de la République, Alpha Condé, qui a emprisonné ses principaux adversaires. Parce que là, quoi qu'on dise aujourd'hui, ce sont les principaux adversaires. Et Ousmane Gawal Diallo n'est pas un petit Mamadou au sein de l'UFDG. Chérif Ba aussi également. Ahmed Abdoulaye Ba et tant d'autres détenus politiques. Etienne Soropogui, c'est le président de son parti. Justement, donc ce ne sont pas des petits Mamadou là qui sont en prison. Et ça, ils disent qu'ils détiennent, c'est lui-même encore qui a dit qu'il détient, que le gouvernement a des preuves tangibles contre ses adversaires, ses principaux adversaires. Donc, s'ils ont des preuves, ce n'est pas au président de la République quand même d'émettre ce souhait. Le ministère de la Justice qui crie partout qu'il est indépendant, c'est à ce ministère-là de diligenter les enquêtes s'il y en a et de procéder au procès de ces détenus. Le ministère de la Justice n'est pas... Mais le procureur aussi également. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. De toutes les façons, ce n'est pas au chef de l'État de le faire à la place du procureur et de le faire aussi à la place des auxiliaires, certainement des tribunaux. D'accord, puisqu'on pourrait bien assister à d'autres détentions, à d'autres interpellations, cela s'est passé du côté de Kankan, je le disais. Vive tension cette semaine à Sigiri, Kankan et Kerouané en Haute-Guinée. Un mort déjà, des dégâts matériels, c'est ce qu'on a pu retenir cette semaine dans cette localité dans Haute-Guinée. En cause, l'interdiction par le secrétariat général aux affaires religieuses des prières nocturnes et collectives. En cause, l'autre cause, c'est bien la Covid-19 dans notre pays. Et la nuit du destin également ne sera pas célébrée dans les mosquées. Chacun la célébrera chez lui. Et quelle explication le gouvernement a-t-il trouvé par rapport à cette décision du secrétariat général? On va écouter le ministre porte-parole du gouvernement. Il s'agit bien de Tebou Kamara. C'était au sortir du Conseil des ministres quand il répondait aux questions des journalistes. On va écouter Tebou Kamara. C'est important aujourd'hui, face à la menace et au péril que représente la pandémie, la Covid-19, c'est la santé
et la vie de nos populations. Et vous voyez partout, ce n'est pas propre qu'à la Guinée, il y a un conflit réel entre les restrictions et les limitations que nous imposent les mesures barrières et de précaution pour endiguer cette pandémie et les droits et les libertés que les citoyens revendiquent. Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y ait toujours des violences, qu'il y ait toujours des actes de vandalisme et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire. Il rappelait ce matin en conseil que dans des discussions justement liées un peu à tous ces événements qu'il a eu avec un certain nombre de guides religieux, il a attiré leur attention sur le caractère exceptionnel de la vie que chacun de nous subit du fait de cette pandémie. Il a rappelé par exemple que dans toute l'histoire, ce ne sont que ces dernières années que les musulmans n'ont pas pu effectuer, puisqu'on parle de foi, le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. C'est la première fois dans l'histoire, aussi loin que nous puissions nous en rappeler en tant que contemporains. Donc aujourd'hui, nous comprenons les frustrations, les récriminations liées aux restrictions imposées par la pandémie que le gouvernement, en toute responsabilité, essaie de prendre pour protéger, j'insiste encore, la vie et la santé de nos populations. Vous voyez que l'une des dernières décisions, c'est les matchs qui vont se jouer à huis clos désormais. Il n'y a pas une seule activité, une seule vie qui ne soit pas affectée par les mesures barrières, les restrictions qu'impose la pandémie, difficiles à supporter par rapport aux habitudes acquises, à nos libertés et droits habituels, mais nécessaires à préserver et la santé de la population et nos vies et celles des autres face au péril commun que représente la Covid-19. C'était là le ministre porte-parole du gouvernement. Il s'agit bien du ministre d'État, Thibou Camara, sur les raisons de cette interdiction des prières nocturnes et collectives. Quand même, l'élément qui revient, c'est d'abord la sécurité sanitaire de tous les citoyens, Alpha Cabinet Sidimé. Oui, effectivement, c'est la sécurité des citoyens, mais ce n'est pas seulement que ça. Vous savez ce qui s'est passé? On va automatiquement lier ces deux faits parce que oui, à Kankan, parce que c'est là-bas il y a eu. On parle aussi des échauffourées en Haute-Guinée, notamment à Sigiri, Kankan et à Kerouané, où il y a eu un mort. Voilà. J'ai juste envie de dire que l'autorité est venue en retard par rapport à ça, parce qu'on avait fait une première nuitée à l'intérieur de la mosquée. Et à partir du 15 déjà, ou du 16, en tout cas, les gens se commencent à dire, en tout cas, bon, en Haute-Guinée, on dit Soutan Sali, à Ouattibrassi, ce qui veut dire le moment est arrivé. Donc, à partir du 15 et 16, c'était à l'autorité quand même de donner, si réellement, parce qu'elle déjà, elle envisageait interdire ces 10 dernières nuitées à l'intérieur des mosquées. Donc, elle pouvait quand même, par des explications, par des communications, prouver aux fidèles, comment dirais-je, musulmans, que cette fois-ci, on ne pourra pas célébrer ces nuits à l'intérieur des mosquées. Mais l'autorité ne l'a pas fait. L'autorité mais on est en état d'urgence là. Bon, non. Non, mais on est en état d'urgence. Non, d'accord. Voilà, ne dites pas non, on est en état d'urgence. On a vu ce qui s'est passé au stade quand même du 28 septembre la fois dernière. Donc personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait avoir ça, parce que nous le savons bien sûr que ça fait des années, nous sommes presque dans l'état d'urgence sanitaire. Mais le stade, c'est à Conakry ici, à Madina, devant tout le monde, devant Dieu et public. Ça a été ouvert au public, au grand public, et on a vu ce qui s'est passé.
D'accord. Alors, Donc, pourquoi le cas spécifique de Kankan, Sigiri et Kerouane, alors que dans tout le pays, il y a quand même des musulmans auxquels cette interdiction est aussi imposée? Il faut se poser cette question et je considère la question très importante. Parce qu'il y a certains qui interprètent certainement, qui ont d'autres interprétations. Mais moi, en ce qui me concerne, je vois sous d'autres angles ces manifestations en Haute-Guinée. C'est quoi cet angle? Dans le fief du parti au pouvoir. Parce que ce n'est pas seulement la Haute-Guinée qui est cette région musulmane en Guinée. Nous avons le Fouta, nous avons la Basse-Côte, mais pourquoi eux? On a la Guinée forestière. Voilà, donc ceux qui disent aussi, il faut compter la Guinée forestière. La Guinée forestière. Voilà, elle est musulmane aussi. C'est surtout Zérékoré. Voilà. Surtout à Zérékoré. Donc, je disais que je vois sous d'autres angles, parce que pour moi, c'est l'accumulation des frustrations, des promesses certainement non tenues, qui font aujourd'hui que ces jeunes sont écœurés, qui font aujourd'hui que ces jeunes n'y croient plus, qui font aujourd'hui qu'il y a un clivage, comment dirais-je, une crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. C'est ce qui fait aujourd'hui, même si l'autorité compétente en la matière diligente quelque chose qui va à l'encontre des citoyens qui sont à la base, ces citoyens sont obligés de montrer leurs muscles. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a interdit de venir prier à l'intérieur, de venir prier à la mosquée, que ces jeunes quand même peuvent brandir, que ces jeunes peuvent quand même sortir de la sorte. Jusqu'il y a eu cas de mort. Ouais. Voilà. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a eu un adolescent, que c'est des gens généralement qui ne prient pas, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce n'est pas parce que l'adolescent... D'accord, on va... Non, c'est très important parce que cela aussi a pris de l'ampleur. Cela aussi a pris de l'ampleur. On qualifie toujours cet adolescent comme quelqu'un qui ne prie pas. Ce n'est pas parce que toi tu as un adolescent à la maison qui ne prie pas que l'adolescent de l'autre ne prie pas. Donc c'est quand même d'autres aussi par rapport à ce même sujet. Vous savez, quand il y a eu des échauffourées à Kouroussa, les autorités préfectorales qui y sont, à Sigiri, à Kanka, surtout en Haute-Guinée, malgré ces cas de mort, ces autorités préfectorales n'ont aucune compassion envers ces cas de mort. Ce n'est pas que là-bas. Non, on a vu des centaines de morts à Conakry, il n'y a pas eu de compassion. Je parle des cas précis. Voilà. Surtout le cas de Kouroussa. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à là où nous sommes là, le préfet, ces autorités n'ont pas dressé un mot de compassion, malgré ces cas de mort. D'accord. On parle de deux. D'accord, vous parlez de Kouroussa. C'est ce qui fait frustrer des jeunes à la base. Parce que moi, j'ai eu à échanger avec certains jeunes de la Haute-Guinée. Ils disent que dans les manifestations, même s'il y a des cas de mort, les autorités ne viennent pas, les autorités ne compensent pas. Oui, mais c'est un fait, ce n'est pas qu'à Kanka, ce n'est pas qu'à Sigiri. Cela, ils ne font pas cadeau. À Conakry, ailleurs, il n'y a pas de compassion. Ça, c'est sûr de tout le monde. Mais Daouda, il n'est pas l'autorité qui est à Conakry. D'accord. L'autorité de Conakry même ne fait pas de compassion quand il y a des morts. Donc ce n'est pas, il n'y a pas raison. Dans ce cas, voilà, il n'y a pas raison à s'attaquer à un préfet ou à un sous-préfet. Oui, Thierno Amadou Camara, cette question, l'explication elle est fondée quand même, quelle que soit la foi qu'on peut avoir. Pour bien s'en acquitter, il faut bien être en bonne santé. Oui, effectivement, parce que au-delà de ça, et c'est très important ce que tu dis, mais au-delà de ça, il y a quand même, tu as évoqué tout à l'heure un terme qui est très important, une expression qui est très importante, la santé publique. La santé publique, elle est de la responsabilité de l'État et il a le monopole même de la violence à exercer lorsqu'il faut justement préserver cette santé publique-là. Alors je pense que c'est au nom de cela qu'il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété et je pense que c'est sûrement au nom de cela qu'il a été décidé que cette année, il n'y ait pas de prière nocturne collective dans nos mosquées et aussi consécutivement à cela, qu'il n'y ait pas de prière dans la nuit de dimanche à lundi, qui est la nuit du destin. Alors,
il faut ajouter à cela le fait que il y a quand même le lundi qui est décrété quand même férié, sommet payé. Oui. Mais il a dit quelque chose qui est très, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. C'est parce qu'il y a cette crise de confiance-là, il y a cette crise-là entre les autorités et les gouverneurs que plusieurs fois, il y a, au-delà des cas qui se passent en ce moment en Haute-Guinée, qu'il y a des manifestations parce qu'il y a des décisions impopulaires qui ont été prises. Mais il y a le caractère va-t-en-guerre aussi, parfois, de l'autorité. On a entendu le président qui a donné le ton lors du séminaire gouvernemental, au sortir donc de l'élection présidentielle. Il avait dit à ses ministres clairement que certains ont peur d'affronter la population et que pourtant il faut avoir le courage d'affronter cette population-là, il faut avoir le courage de prendre des décisions impopulaires, des décisions difficiles. Il faisait certainement allusion à la décision prochainement concernant l'augmentation du prix du carburant. Mais je pense qu'on peut humaniser les rapports entre les gouvernants et les gouvernés de telle sorte que des décisions, que les citoyens puissent savoir qu'il revient à l'autorité de prendre des décisions pour le bénéfice de tous et que les gouvernants aussi sachent que les décisions qu'on prend, on doit avoir la méthode, on doit avoir la pédagogie pour ne pas frustrer. Parce que pour l'interdiction de ces prières, par exemple, moi je ne suis pas contre le principe. Je suis musulman, j'aimerais bien avoir cette liberté de continuer à le faire. Mais rappelons qu'à l'année passée, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles on a droit en ce moment qu'on n'avait pas l'année passée. Et on n'est pas les seuls. On n'est pas plus musulmans que la Mecque, que le Maroc, que les autres pays. La Tunisie, hier, face à la flambée, a interdit la prière de la nuit du destin. Je ne suis pas contre la mesure. La célébration est interdite en Tunisie. Mais le problème, c'est quoi? On ne vous dit nulle part que c'est sur avis du conseil scientifique, par exemple, parce qu'un conseil scientifique avait été mis en place. Est-ce que ce conseil scientifique a été consulté pour dire attention, en cas de prière collective, voilà le pourcentage de risque de propagation de la maladie? En ce moment, on évalue cela par rapport à la liberté que les gens ont à aller à la mosquée et on prend une décision. Alors, mais on ne se réfère à aucune donnée scientifique. On laisse les 72 heures du livre se tenir, on laisse tel autre événement se tenir. Par là, on dit ça ne se tient pas. Il n'y a pas de cohérence, je veux dire, dans les décisions qu'on prend. Sinon, on prend une décision et elle s'applique à tout le monde. Mais malheureusement ici, même l'autre fois quand le président a interdit certains événements culturels, mais on a vu après certains s'arranger et trouver de la forme pour que ça se tienne quand même. Et d'autres, on va parler des événements culturels tout à l'heure parce qu'on a les principaux concernés sur cette question. En résumé, je ne suis pas contre fondamentalement la mesure, je suis républicain, mais je dis une fois encore que le gouvernement devrait revoir ses relations avec les citoyens. On n'est pas obligé d'assister à des morts à chaque fois qu'il faut appliquer une décision du gouvernement. Vous parlez bien du conseil scientifique. C'est vrai, on sait que ce conseil, il existe peut-être par le nom, mais concrètement, est-ce que ce conseil scientifique travaille réellement? Moi, je savais que ce conseil scientifique n'allait pas du tout évoluer parce qu'à l'entame déjà, j'ai écouté Dr Sakoba Keita par rapport à ça. Il est spécialiste en la matière, surtout en ce qui concerne les maladies épidémiologiques. Donc, il dit à qui veut l'entendre. Il n'a de compte à rendre certainement qu'au président de la République. L'expérience, peut-être qu'il n'en a pas besoin d'ailleurs. Même s'il en a besoin, ça peut être déjà à l'étranger. Mais en Guinée, ici, il a prouvé quand même qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il se sent spécialiste en la matière. Donc, dès la naissance de ce conseil scientifique, on a déjà vu ce petit clivage entre l'ANSSS qui est piloté par Dr Sakoba et ce fameux conseil scientifique. Parce qu'il a dit, oui, vous il a dit que c'est composé. Il faut ajouter quand même à sa décharge, il faut ajouter qu'il avait nié les propos que vous lui attribuez qui ont été relayés dans la presse. Il faut ajouter aussi qu'après cela, il y a eu une réunion à la présidence de la République où tout le monde a accepté de travailler main dans la main. Pourquoi il y a eu cette réunion à Sékou-Touréa? C'était justement pour régler ce problème. Voilà, justement, c'est parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Donc, le problème est résolu. On estime que c'est résolu. Le problème n'est pas résolu. On peut estimer que le problème est résolu parce que, vous allez m'écouter, Sidimé, ils se sont rencontrés à la présidence de la République. Le président de la République a demandé à ce que toute la hache de guerre soit enterrée pour le bonheur des Guinéens.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser qu'on peut se permettre de dire que le problème n'est pas terminé? Mon cher Daouda, attention, il faut prendre en compte, Sidimé, il faut prendre en compte le fait que cette décision, ce communiqué conjoint ANSS et secrétaire général du gouvernement n'a pas été qu'une décision de l'ANSS, mais ça a été inspiré des résolutions de la dernière réunion du Conseil interministériel à la primature, et c'est à ce niveau-là que la décision a été prise. Mais moi, mon souci, c'est... Et le porte-parole, il a dit, le président, il a eu des tête-à-tête avec les leaders religieux. Et voilà la conclusion à laquelle ils sont parvenus. Daouda est en train certainement de mélanger. Merci Kerno Amadou pour la précision. Daouda parle du conseil scientifique. Donc en principe, on doit parler du conseil scientifique. Et si on doit parler du conseil scientifique, parlons du fait. Ne parlons pas ce qui a déjà existé sur papier. C'est vrai, le journaliste qui avait écrit ces lignes, il a promis d'étaler l'audio. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Mais à la suite, quelques jours après, c'est une réunion entre l'ANSS et ce conseil scientifique à Sékoutoria. Ce qui veut dire effectivement qu'il y avait problème, qu'il y avait péril en la demeure. Et ensuite, depuis lors, qui a entendu parler ou les réactions? Parce qu'au départ, nous qui sommes administrateurs des sites, nous recevons périodiquement le résumé ou le communiqué du fameux conseil scientifique. Mais depuis là, ça n'existe plus. Non, attention. Le conseil scientifique, c'est important. Permettez qu'il finisse, vous allez réagir. Oui, allez-y. Mais voilà, sinon c'est très important. Au départ, moi personnellement, je recevais le communiqué du conseil scientifique. 2 ou 3, je l'affichais. Mais depuis là, rien, je ne reçois plus rien. Ce qui veut dire que le conseil scientifique n'existait pas. N'existe plus. Ça, c'est votre perception, votre perception de la chose. Oui, Kerno Amadou Kamara. Le conseil scientifique, il faut savoir, je ne vous enseigne rien, le contexte dans lequel il avait été mis en place est mis sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et quand le ministre qui était là a été enlevé, il a toujours continué à avoir le leadership de ce conseil-là. Mais c'est un conseil qui est consultatif. Il n'est pas d'ailleurs obligé. On lui a même reproché à un moment le fait d'avoir fait des résolutions et de les envoyer à la presse, alors que c'est un conseil consultatif pour les organes de gestion de la crise de l'État. C'est pas forcément parce qu'on n'envoie pas dans la presse qu'on n'existe pas. Donc c'est fondamentalement à l'ANSS, à la présidence et aux autres organes que le conseil est tenu d'envoyer des conseils. S'il n'envoie pas lui-même, il existe. Les organes doivent le saisir pour dire attention, nous voulons prendre telle mesure. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Nous voulons autoriser tel spectacle, nous voulons autoriser telle élection. Est-ce que vous pensez que c'est important? Et s'il y a des risques, à quel pourcentage il y a des risques? Ce conseil siège et donne des résolutions. Donc ce n'est pas parce qu'on n'envoie pas des résolutions dans la presse que forcément le conseil scientifique il n'existe pas. Alors l'autre question, la dernière question que je vais poser avant qu'on ne parte avec l'actualité culturelle, avec toutes les souffrances que les acteurs aujourd'hui vivent en cette période de Covid-19. Le conseil scientifique, il existe bien, on le sait, il a été mis en place par un décret du président de la République, et il a dit c'est un conseil consultatif qui fait faire des propositions, mais de l'autre côté, il y a aussi dans sa feuille de route ces réunions, je crois, hebdomadaires ou mensuelles et autres. Mais les conclusions de ces réunions doivent quand même être sues. Mais est-ce que depuis après le différend que parle Sidimé, le conseil a cessé d'exister, n'attendant maintenant que c'est perdième en fin de mois, ou le conseil travaille pour quel résultat? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Kerno. Oui, effectivement, c'est une question. Mais au-delà de cette question, il y a même l'importance que ceux-là même qui ont institué le conseil peuvent avoir vis-à-vis des résolutions du conseil, parce qu'à un moment donné, ici, on a vu des résolutions, mais après, leur PG continuait quand même à faire son assemblée générale, mais on a quand même organisé des élections présidentielles, on a battu campagne. Pendant ce temps, on a pensé que on peut se passer de ce que le conseil consultatif a dit. Quand on a obtenu ces consensus dans ces élections-là, on a estimé que là, en ce moment, on peut désormais suivre ce que le conseil il a dit. Donc, je pense que tout ça repose sur des calculs politiques,
politiciens, alors que c'est une question de santé publique, c'est une question d'urgence sanitaire. Et ce conseil, je pense qu'il existe. Ce n'est pas parce que ils t'ont pas appelé, ils t'ont pas envoyé 10 noix de cola pour dire qu'ils font des réunions que tu peux dire qu'ils ne font pas de réunions. On n'a pas besoin de 10 noix de cola parce que vous-même pour être ici, je vous ai pas envoyé de cola. Je pense que Daouda Mohamed, pour revenir au sujet, on a ce gouvernement-là parce qu'il tâtonne même. Vous avez vu le risque auquel on était confronté. On n'a pas, la raison pour laquelle j'ai dit, on pouvait consulter les spécialistes. On a même tâtonné parce qu'à un moment donné, même Ali Jamal Bangoura, il disait oui, c'est parce qu'il faut préserver la santé des citoyens. Ensuite, il a sorti que non, et écoutez, même le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de toute façon, il ne faisait pas ça en public. Après, il vient expliquer que, en réalité, on l'a contraint à prendre la décision parce que c'est une résolution du Conseil interministériel et que puisqu'il est membre du gouvernement, il était obligé d'entériner de toutes les façons. D'accord. Donc, après, il l'a dit en ces termes? Oui, il a dit en ces termes. D'accord. Il a été contraint. Non, il n'a pas dit qu'il a été contraint. Il n'a pas dit qu'il a été contraint, mais il dit, si tu veux, je répète textuellement ce qu'il a dit. Il dit que c'est le conseil. Non, attention, au cours du dernier conseil interministériel tenu sur le Premier ministre, entendez par sur le Premier ministre à la primature, et que c'est ce conseil-là qui a demandé d'annuler. Et puisque je suis membre du gouvernement, vous savez que le secrétaire général des affaires siège au conseil des ministres, même s'il n'a pas été nommé sur la même liste, ça c'est autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que après cela, il y a eu malheureusement, de toute façon, il y a eu ce compte rendu du. Non, je termine. Il y a ce que le porte-parole du gouvernement vient de dire, ce que je voulais dire. Il a ajouté à cela le fait que après cette décision impopulaire de suspendre, d'annuler les prières, il y a eu cet autre communiqué dont on ne parle pas, celui du ministère des Sports qui a interdit les matchs ouverts au grand public. Oui, donc je suis sûr que cette décision du ministère de respecter des matchs à huis clos répondait plutôt et exprimait plutôt un manque de sérénité dans le gouvernement parce que 2 jours avant la décision impopulaire du secrétaire général des affaires, il y avait un match, un classico même. Voilà, Sidimé, rapidement sur cette question, il faut déjà rappeler qu'il y avait un communiqué de Ali Jamal Bangoura qui a précédé cette décision où il y avait des mesures qui étaient édictées, qui étaient adressées aux imams, en tout cas aux leaders religieux dans les mosquées, les distanciations physiques, le port de masque, l'interdiction formelle de se serrer les mains et ne pas dormir dans les mosquées. Ça, c'était pour les 10 dernières nuits. Pour encadrer ça, c'était pour les 10 dernières nuits. Mais c'est après que cette décision est arrivée. Et il faut se dire que il y a la panique quand même. Le respect des gestes barrières, ces règles-là, éditées et rééditées, ça nous le savons maintenant. Je reviens juste au niveau de ce conseil scientifique. Vous savez, je disais, et je persiste, je signe aussi, ce conseil a été tué dans l'œuf. Par qui? Par le patron de l'ANSS. Non, ce conseil, non. Kerno Amadou, tu me permettez, oui. S'il te plaît. Vas-y. Parce que si ce conseil scientifique existait, la composition même de ce conseil scientifique, il y a des sociologues, il y a des médecins, il y a des juristes et tant d'autres aussi professionnels d'autres secteurs. Ce conseil scientifique, parce qu'à l'entend, on nous disait ici que c'est composé des sociologues et que ces sociologues savent de quoi le peuple de Guinée a besoin. Donc, et les faits qui pèsent sur nous, et ce que nous avons toujours vécu, ça veut dire quoi? La prière des 10 dernières nuits à la mosquée, nous le savons tous, ça c'est culturel. Mais l'année passée, on n'a pas eu un. Non, c'est religieux, c'est religieux, c'est pas culturel. L'année passée, on n'a pas eu un. Mais ça n'a pas fait autant de bruit. Il est désormais à nous. Donc, et à l'entame, à la naissance de ce conseil, il y a eu ce différent. Ce différent entre l'ANSS et ce conseil n'a pas quand même permis au développement de ce conseil scientifique. Si ce conseil scientifique existe aujourd'hui, c'est sur papier. D'accord. Ce qu'il faut quand même retenir, on n'est pas leader religieux, on n'est pas certes, on n'est pas certes cette voie. Vous allez permettre, on va avancer, Sidimé.
On n'est pas certes la voie la mieux autorisée à vous dire ce que c'est que l'islam ou le christianisme, mais ce qui reste clair quand même, c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui une habitude chez nous, mais si on doit suivre les pas du prophète et en son temps, peut-être après lui, un de ses disciples ou un de ses compagnons, Omar, en a fait une habitude, mais avec le prophète, la prière des 10 dernières nuits n'était quand même pas une obligation. Donc pour des contraintes, sanitaires, pour des contraintes sanitaires, il faut bien accepter aujourd'hui, même si on a d'autres réserves, et ces réserves, on en parle tout à l'heure avec nos deux autres invités, mais plus les deux professionnels des médias sur cette question. On change de paradigme, change de sujet à présent. On va aller avec nos opérateurs culturels. Mais avant, notre micro s'est promené dans certains domiciles, chez certains artistes, pour savoir comment ils vivent cette période précise de la Covid-19. Bernard Koundouno de la rédaction de Espace TV. On va suivre ce reportage. Il est diplômé, chanteur, reggaeman et engagé. Depuis l'interdiction des spectacles et concerts en Guinée pour des raisons de pandémie, Fada Bakdoum, comme la majeure partie des musiciens guinéens, traverse une période difficile de sa vie. Nous traversons des moments très difficiles comme vous voyez. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un artiste sans concert ne vit pas. Pour joindre les deux bouts, ne serait-ce que trouver son quotidien, l'artiste vit de la générosité de son producteur. Très difficilement, je parviens à joindre les deux bouts, mais Dieu merci parce que j'ai des bonnes personnes derrière moi. Et c'est ce qui me permettra d'ailleurs de passage de parler de mon producteur, qui ne m'a jamais laissé tomber, qui a toujours cru au combat que je mène et qui sait vraiment ce que je veux, et qui fournit beaucoup d'efforts pour qu'on aille de l'avant. Même situation chez Oudi Premier, un des artistes populaires du pays. Le secteur culturel en souffre beaucoup parce que nos activités sont au ralenti, si je peux dire même inexistantes. Donc c'est très dur pour un artiste qui vit de son art, de se retrouver à plus de bientôt 2 ans sans activité. C'est très difficile. Contrairement aux autres artistes qui souhaitent la levée de l'interdiction des spectacles en Guinée, Oudi lui trouve responsable cette décision des autorités et invite ses fans au respect des mesures barrières, mais aussi à se faire vacciner contre la pandémie. Même nous n'aimerions pas voir nos fans être contaminés par cette pandémie. Donc je pense que nous sommes aussi dans cette même logique de sensibiliser la population, sensibiliser nos fans à respecter les gestes barrières, aussi à faire en sorte de respecter tous les gestes barrières pour qu'on puisse finir avec cette pandémie. Comme plusieurs autres artistes musiciens du pays, cet artiste invite le gouvernement à penser à leurs conditions de vie. Il faut que Alpha Condé comprenne que nous ne vivons que de cette culture. Depuis le début de la pandémie à Covid-19 en Guinée, seuls les opérateurs culturels qui avaient les activités en cours lors de la première interdiction ont bénéficié du soutien financier de l'État pour compenser les pertes enregistrées après l'arrêt brusque des concerts et spectacles culturels.